Un éternuement, un nez qui coule, un début de fièvre. La visite d'un virus soulève des questions à la fois à propos du futur et du passé. Combien de temps est-ce que ça va durer? Quand et comment suis-je tombé malade? En réalité, les deux sont souvent liés. Savoir comment on a attrapé une maladie peut aider à éviter de la transmettre. Mais reconstruire le passé est loin d'être évident. Pour tous les scientifiques, cela revient à mener une enquête sans avoir toutes les informations utiles à disposition. Prenons un exemple simple. Plusieurs personnes sont rassemblées côte à côte puis se mettent à se déplacer en ligne droite dans différentes directions et à une même vitesse, constante. Cherchons leur point de départ avec uniquement deux informations, leur position à la fin de l'expérience et la distance qu'elles ont parcourue. On peut tracer autour de chaque position finale un cercle dont le diamètre correspond à la distance parcourue pendant l'expérience. On sait que pour chaque participant, le point de départ est forcément sur ce cercle et que tous les participants ont le même point de départ. Avec une seule personne, on manque d'informations. Avec deux personnes, il n'y a que deux points d'intersection entre les cercles. L'un d'entre eux est le point de départ de l'expérience, mais on ne peut pas savoir lequel. On n'a toujours pas assez d'informations. Avec trois personnes, il n'y a plus qu'une seule intersection entre les cercles, et on peut donc identifier le point de départ avec certitude. Plus on a d'informations, plus il est facile de reconstruire le passé. En dessous d'un certain seuil, on doit faire des suppositions sans être sûr de leur véracité. Ce seuil dépend de la complexité de l'histoire qu'on essaye de reconstituer. Changeons un peu les règles de notre exemple, en demandant aux participants de ne plus se déplacer à une vitesse constante, mais à une vitesse variable, comprise entre un minimum et un maximum connu. Même en connaissant la position finale de chacun, il devient impossible de savoir quelle distance exacte ils ont parcourue. Nos cercles précis sont remplacés par deux cercles, un correspondant à la distance minimale et un correspondant à la distance maximale. Le point de départ de chaque participant est dans la zone intermédiaire. Cette fois-ci, 3 participants ne suffisent plus pour identifier le point de départ du groupe. Il en faudra beaucoup plus pour restreindre petit à petit la zone dans laquelle on sait qu'ils se trouvent. Quelle que soit la question à laquelle on essaye de répondre, il y a 2 leviers pour faire des reconstitutions précises du passé. Avoir beaucoup de données et connaître au maximum les paramètres d'évolution de la situation à laquelle on s'intéresse. Plus ces règles du jeu sont compliquées ou mal connues, plus il faudra d'informations pour espérer réussir à proposer un scénario cohérent. On pourrait encore compliquer notre exemple, en rajoutant des obstacles ou en permettant aux gens de ne plus se déplacer en ligne droite. Mais cela resterait quand même plus simple que la plupart des phénomènes passés que les scientifiques essayent de reconstituer. Autant dire qu'ils ont rarement assez d'informations pour être sûrs et certains de l'histoire qu'ils proposent. Ils sont obligés de faire des suppositions et finissent par construire ce qu'on appelle un modèle. Un scénario possible qui correspond aux informations connues, mais qui est sans doute simplifié par rapport à la réalité. Les scientifiques peuvent utiliser des outils mathématiques pour évaluer la fiabilité de leur modèle et sont toujours prêts à le corriger ou à le consolider s'ils récupèrent de nouvelles données. Ce principe général de construction d'un modèle explicatif à partir de données plus ou moins complètes correspond à énormément de situations. Dans notre précédent exemple, on s'intéressait au déplacement de plusieurs personnes à partir d'un même point de départ. Mais au lieu de les faire marcher, on aurait aussi pu demander aux différents participants de communiquer entre eux d'une façon particulière, en se passant successivement des messages. Dans cette nouvelle expérience, chaque participant reçoit un message qu'il transmet au suivant, et ainsi de suite. À chaque fois que le message est transmis de proche en proche, il est susceptible d'être modifié. En n'assistant pas aux échanges, on peut essayer de reconstruire l'histoire du message et de ses changements progressifs. Pour commencer, il faut récupérer les versions du message de plusieurs participants. Il s'agira de variations légèrement différentes du même message originel qu'on peut comparer les unes aux autres. Les variantes séparées par le moins de différences sont sans doute plus récemment liées. En partant de ce principe, on peut construire une sorte d'arbre généalogique du message, qui rassemble toutes les versions ayant une origine commune, ainsi que les versions intermédiaires qu'on n'observe pas à la fin de l'expérience. Ces deux ont vraisemblablement entendu leur message du même participant,
qui avait lui-même entendu une autre version d'un autre participant plus haut dans la chaîne de communication. On peut estimer la différence par rapport à ces étapes intermédiaires et la représenter en faisant varier la longueur des branches de l'arbre. On sait également à quel moment de l'expérience chaque message a été récupéré, en comparant le nombre de différences entre plusieurs versions proches et en regardant la durée écoulée entre leur récupération, on peut estimer la vitesse de modification du message. On construit ainsi une sorte d'horloge, qui peut être utilisée pour évaluer la durée séparant deux versions éloignées du message, ou celle de l'expérience entière si on ne la connaît pas. Si cet exemple d'évolution d'un message vous rappelle l'évolution des entités biologiques, ce n'est pas un hasard. Comme expliqué dans le premier épisode de Virevo, les informations génétiques sont elles-mêmes des messages modifiés au fil du temps. Et les principes présentés dans ce deuxième épisode sont ceux que les chercheurs appliquent pour reconstruire l'évolution des espèces. Comment peut-on combiner tout ça pour étudier la façon dont se propagent les épidémies virales ? Réponse dans le prochain épisode de Virevo.